Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point, ce matin, nous allons parler de l'accord d'El Rancho. Oui, l'accord d'El Rancho, on n'en parlera jamais assez. Cet accord est-il encore debout et en quoi est-il utile aujourd'hui à l'impasse où nous sommes? Et pour en parler, nous accueillons le professeur Osner Févry, qui est membre de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho. Bonjour. Bonjour Georges-Alain et nous saluons tous les auditeurs, les auditrices aussi et les téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Et le docteur Ricardo Augustin Ducem, qui est la conférence épiscopale de médiation. La commission. Le conseil épiscopal de médiation. Le conseil épiscopal de médiation. Bonjour, docteur Augustin. Voilà, bonjour Georges, bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Tout à fait. Permettez d'abord, messieurs, que je fasse une petite entorse au sujet de notre émission, qui est l'accord d'El Rancho. Pour poser cette question à Maître Osner Févry, le rapport d'enquête de la DCPJ sur la mort de votre fils, Osner Févry Junior, confirme la thèse du suicide. Comment appréciez-vous ce rapport, cette conclusion? Écoutez, ce n'est pas du tout une surprise pour la famille et pour les observateurs et tous ceux qui, de près et de loin, en Haïti et à l'étranger, nous aident avec l'enquête. Ça a été d'abord la thèse des criminels avant même la découverte du cadavre. Et avant même la découverte de la voiture, avant même l'arrivée du juge de paix, de hauts responsables de la police et des journalistes du service de communication de la police et des gens intéressés de la primature alimentaient les médias pour leur dire que le fils de Maître Févry d'abord est kidnappé. Ensuite, le fils de Maître Févry s'est suicidé. Donc la nouvelle ne nous surprend pas et ne nous étonne pas, puisque c'était de hauts responsables de la police nationale d'Haïti, des gens de la DCPJ qui avaient tenté d'induire la police, la famille, l'opinion publique en erreur. C'est la raison pour laquelle aussi, dès le lendemain matin, après avoir vu les photos du corps mutilé, supplicié, torturé de Maître Osner Févry Junior, nous nous sommes adressés au commandant, ou plutôt à l'autorité de surveillance de la police, c'est-à-dire le Premier ministre, et nous avons premièrement dénoncé ce crime, ensuite porté plainte contre ceux à la police qui parlaient de suicide, et troisièmement, nous lui avons demandé, vu nos inquiétudes fondées quant aux agissements criminels d'employés de l'administration publique et particulièrement de la DCPJ, nous avons demandé au président du Conseil supérieur de la police, le Premier ministre, de former une commission d'enquête spéciale. Donc, la déclaration du directeur général n'est pas une nouvelle. Et c'est plutôt une réactivation de la thèse des criminels au sein de la police, ceux qui avaient commis le crime, et que certaines unités de la police tentent de maquiller encore par leurs déclarations. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Sénat de la République, à travers la commission de justice, après avoir entendu le directeur général de la police 2 fois, et après avoir vu Maître Osner Févry 3 fois, après avoir montré aux députés, aux sénateurs et à différentes personnalités les 49 photos du corps supplicié de Maître Févry, que vous venez de voir tout à l'heure, Alain, et que j'ai montré aussi à 50 journalistes au cours d'une conférence de presse, alors ils ont rejeté le rapport de la DCPJ et la commission de justice du Sénat a demandé qu'effectivement on donne suite à la recommandation de Maître Févry qu'une commission indépendante d'experts haïtiens et étrangers soit formée pour aider et accompagner le juge d'instruction qui sera saisi du dossier. Donc la bonne nouvelle, c'est que la commission doit être formée et sera formée aujourd'hui ou demain. Et je remercie tous les sénateurs de la commission de justice d'avoir rejeté ce rapport de la DCPJ, ce rapport de complaisance basé sur une autopsie de faveur, un rapport d'autopsie de faveur que nous ne pouvons pas critiquer ici, et tôt ou tard, qui sera l'objet de critiques. Donc, même le porte-parole de la police doit recevoir aussi ici
notre appréciation et notre courtoisie, car il a un fils de 12 ans. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes commissaire de police. Chaque fois que vous pensez au cas de Maître Austin Février Junior de 34 ans, pensez à votre fils de 12 ans et dites-lui que vous avez besoin de 22 ans pour préparer ce jeune homme, que des policiers, des gangsters infiltrant la police ont assassiné et qu'aujourd'hui, l'institution cherche à couvrir, à protéger. Donc, tôt ou tard, nous devons nous attendre à une contre-enquête, en quelque sorte. C'est d'abord le caractère juridique aussi. Ceux qui sont familiers avec le droit savent que le rapport de police n'est qu'un document devant servir d'indication, mais ne lit pas le commissaire du gouvernement. Le rapport de police ne lit pas le juge d'instruction. Et ensuite, je crois que non seulement le cas de Maître Austin Février, mais Georges Alain, ça fait longtemps. Il y a le directeur général de la Banque nationale de crédit. Il n'y a même pas une feuille de papier de rapport. Le président directeur général de la BRH, Venel Joseph, pas même une feuille de rapport. Pasteur Robinson Joseph, pas une feuille de rapport. Le directeur général de l'ONA, docteur Jean-Onal Joseph, pas une feuille de rapport. Donc, il faut que la société haïtienne se mobilise en accord avec les instances des droits de l'homme, dire écoutez bien, DCPJ, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas tout faire avec tout le monde après ce crime de cacher les criminels. Heureusement, les experts qui nous aident, haïtiens et étrangers, nous ont donné une certitude. Quand Austin Février a été déposé là où il a été déposé, son cœur avait cessé d'envoyer le sang. Et c'est pourquoi il n'avait pas beaucoup de sang sur la plaque. Il n'avait qu'une plaque de sang. Son habit était très propre, son maillot était propre. Donc il a été torturé avant d'être tué et d'être déposé là où l'on l'a fait. Ce sont des tueurs professionnels, des gangsters proches des unités non contrôlées par le directeur général de la police qui ont infiltré notre PNH, qui ont commis le crime. Mais la plupart d'entre eux sont déjà identifiés et nous nous sommes adressés aux représentants du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mme Sandra Honoré, aux ambassadeurs de France, du Canada, des États-Unis, du Brésil, pour leur demander leur assistance humanitaire pour que, lorsque nous aurons identifié tous les criminels, où qu'ils se trouvent, et particulièrement au sein de la police, les pays amis d'Haïti puissent nous aider à les arrêter et pour qu'ils soient jugés, car il y a des crimes aujourd'hui qui n'ont pas de frontières. Et un crime perpétré comme celui qu'on a perpétré sur la personne de Maître Austin Février Junior n'a pas de frontières, car heureusement, il y a aujourd'hui des instances nationales à juridiction, à compétence universelle, qui pourront juger ces criminels en Haïti ou à l'étranger, et ils seront poursuivis, ils seront traqués et identifiés, et un jour, ils seront jugés. Tout à fait, une affaire à suivre. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur? Non, justement, et je voulais, au nom de la médiatrice, et transmettre à nouveau les sympathies de la médiatrice à Maître Février et à sa famille frappée par ce deuil. Nous avons été très touchés et quand nous avons su ce deuil qui a frappé la famille Février. Donc, encore une fois, Maître Février, les sympathies de la médiatrice. Merci. Ouais, l'affaire est à suivre et pour l'instant, on va aborder notre sujet. Le sujet de l'émission, Maître Février, lors d'une conférence de presse, une récente conférence de presse, vous aviez dit que la commission de suivi de l'accord d'El Rancho n'est pas morte, alors qu'on en avait bien l'impression. Du 14 mars, date de la signature de l'accord d'El Rancho, à ce jour, quel est le constat de la commission? Le constat des membres de la commission, c'est celui que font les citoyens et observateurs avisés. Il y a des inquiétudes et nous sommes préoccupés. Inquiets de la polarisation de la situation, groupe 6 versus groupe présidentiel, renforcement du bloc présidentiel soutenant les élections avec le parti du président, et ceux qui disent qu'il faut des négociations mais pas de dialogue, ou dialogue, pas négociation, et même la tentative de la communauté nationale de se montrer et d'assumer la médiation. Et nous avons été très encouragés, à côté de ces inquiétudes, par une note de la conférence épiscopale exigeant le dialogue et surtout disant que nous avons encore l'accompagnement de l'Église. C'est ce qui a poussé la commission à se rencontrer pour dire, écoutez, si la médiatrice nous appuie jusqu'ici, si l'Église catholique est encore avec nous, qui avait pris l'initiative de nous réunir pendant 1 mois et demi dans ce que j'appelle un moment de réveil historique à El Rancho, et sortir cet accord, le moment est venu.
de dire à la population que nous existons, que l'accord d'El Rancho demeure, qu'il n'y a pas que l'article 12, qu'il n'y a pas que le point visant la formation d'un gouvernement de consensus, d'un gouvernement d'ouverture. Et il y a aussi 40 autres points, 42 points, notamment la réforme de la diplomatie, la réforme du CSPJ, la libération des prisonniers dits d'opinion ou ceux qui sont en détention illégale d'une manière continue, et ensuite une école haïtienne, une diplomatie, la reconquête de la souveraineté nationale, le départ des forces d'occupation, etc. Donc il y a beaucoup d'autres points qui nous intéressent. Et surtout nous autres, au CONACED, la Coalition nationale du centre démocratique, nous avons visé, nous avons donné notre appui à cette situation, à ces différents points. Et c'est pourquoi nous avons préparé cet agenda en 10 points pour parler avec l'opinion publique, discuter dans des séances de travail avec le CEP, le gouvernement, le Sénat et les autres acteurs de la société haïtienne. Tout à fait. La conférence épiscopale a toujours une position, je dirais, médiane, d'arbitre. Vous n'influencez pas le cours des choses, mais pour avoir été l'initiatrice du dialogue, quel est votre constat, docteur Augustin? Le constat de la conférence est reflété dans sa note, la note que les évêques ont fait sortir il n'y a pas longtemps. C'était pour d'abord reprendre les acquis de El Rancho, c'est-à-dire faire valoir que El Rancho avait quand même apporté quelque chose de bon à la société et en plus que ça a initié une culture de dialogue, comme dit souvent le cardinal. Donc il faut instituer dans notre société cette culture de pouvoir dialoguer, de pouvoir résoudre nos problèmes par le dialogue. Et le constat a été fait également par les évêques que El Rancho aurait dû nous porter aux élections, outre que tous les points que vient de citer M. Févry qui faisaient également objet de l'accord, mais il y avait également une date qui a été prise pour qu'il y ait des élections dans le pays. Donc les évêques se sont rendus compte que... Date qui ne sera pas respectée. Probablement qui ne sera pas respectée. Donc à ce moment-là, il y a encore matière à dialoguer. Donc les évêques invitent les acteurs à chercher à reprendre la voie du dialogue pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors, on est arrivé au terme de la première partie de l'émission, mais en 2 minutes, Maître Févry, dites-nous, l'accord d'El Rancho, pris pour ce qu'il est dans sa globalité, avec les 3 thématiques, gouvernance, élection, constitution, qui ont servi de socle, je dirais, qu'a-t-il apporté au pays? Bon, je crois que l'accord d'El Rancho, d'abord, pour ce qu'il a été, ce qu'il est et sera dans l'histoire, c'est un moment historique de réveil national, un moment de grande convivialité, où des partis politiques d'obédience idéologique différentes et des personnalités de différentes familles, de différents secteurs, se sont rencontrés pour la première fois, comme haïtiens, entre haïtiens, discutant de questions haïtiennes, en dehors de tout étranger, et sont sortis avec un document en 42 points qu'ils ont tous paraphé et signé, même avec des réserves. Le Parlement, l'exécutif et puis les partis politiques. Écoutez bien, il y a eu peut-être des failles, des manques et peut-être même des erreurs à corriger. Mais œuvre humaine, montrez-moi une seule œuvre d'hommes et de femmes qui ne comporte dans son contenu l'imperfection. Nous sommes encore imparfaits. Alors, c'est pourquoi nous autres nous disons, si cet accord suscite autant de discussions et qu'il y a autant de contradictions autour de cet accord, ça encore, c'est une preuve que l'accord existe et demain, peut-être, on pourra renégocier l'accord. On pourra se rencontrer à nouveau et discuter des termes qui donnent lieu à des désaccords, en nous mettant d'accord sur les désaccords. Mais l'accord demeure et nous sommes heureux, comme commission de suivi, de suivre le cheminement, même en zigzag, de cet accord d'El Rancho, qui a été, je le répète, un moment historique de réveil national et de grande convivialité. 1 minute, docteur. On sent que, alors certains observateurs sentent que l'accord d'El Rancho a favorisé une toute petite paix bien relative, parce que pendant le dialogue d'El Rancho et après, l'opposition ne lance plus d'appel à la mobilisation, plus de manifestations de rue, rien que ça. C'est exactement la position des évêques
par rapport aux acquis d'El Rancho. C'est-à-dire, nous sommes parvenus à une paix, une paix relative, comme vous venez de le dire, Georges. Et cependant, l'idée, c'est que nous devons pouvoir gérer cette paix. Et s'il faut retourner à la table du dialogue, c'est pour pouvoir toujours chercher ce moyen pacifique pour résoudre les conflits. Nous profitons pour saluer également cette démarche, que ce soit de l'opposition, que ce soit des sénateurs qui ont réclamé, qui ont demandé un dialogue, et également cette ouverture de la part de l'exécutif qui manifeste ce désir de pouvoir dialoguer. Donc, ça va dans la même lignée de ce que en fait, toutes les parties IES qui étaient présentes à El Rancho, ils ont demandé. Donc, c'est pour pouvoir trouver des solutions, s'il faut négocier, pourquoi pas. Même dans la négociation, il y a le dialogue. Parce que pour négocier, c'est-à-dire que c'est des parties qui s'asseyent, qui discutent et qui parviennent à une solution. Donc, c'est ce que et nous autres, de la médiatrice, nous demandons. Et nous saluons les efforts que les acteurs sont en train de faire dans cette direction. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous observons une pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni. N'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Tia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Yogi Pipo Prix, en gros en détail. Et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni. N'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Jouen marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, le professeur Osner Févry, membre de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho, et le docteur Ricardo Augustin, membre du CEM, le Conseil épiscopal de médiation. Bien dit. Juste. Cette fois-ci. Maître Févry, même si l'accord d'El Rancho est debout, comme vous vous plaisez à le dire, un point capital qui y figure est peut-être
mort ou est sans avenir. L'article 12. Puisque, pas plus tard que mardi dernier, 7 conseillers électoraux qui étaient en réunion avec le président de la République l'ont clairement expliqué que cet article n'est pas applicable. Votre avis? Écoutez, les membres du CEP, comme institution chargée de préparer, d'encadrer et d'accompagner la mécanique électorale, tout le processus in globo, écoutez, ces membres ont des opinions. L'exécutif a aussi une opinion. L'exécutif a demandé l'application de l'article 12. Le Parlement a son opinion. Le Parlement dit pas question d'article 12 parce que nous ne croyons même pas dans le dialogue d'El Rancho. Déjà, je vous donne 3 endroits, 3 lieux où figurent 3 positionnements différents. Nous autres, à la commission de suivi, eh bien, nous entendons et prenons note de la position du CEP. Nous avons pris note aussi de la position de l'exécutif exprimée il y a 3 mois, qui voulait appliquer l'article 12. Ça fait déjà 3 mois, le président disait il faut recourir à l'article 12. Et le Parlement qui hésite. Entre ces différentes positions, toutes contradictoires qu'elles paraissent, la commission de suivi demande à rencontrer les acteurs, l'exécutif, le Parlement, les sénateurs et les commissions permanentes de la Chambre des députés, les membres du CEP, pour dire, écoutez bien, en lieu et place de l'article 12, qu'est-ce que vous, comme organisme électoral, vous proposez? Écoutez bien, le CEP a dit, après cette séance de travail, qu'ils ne veulent pas, les membres ne veulent pas l'application de l'article 12, mais ils n'ont pas eu... Dans un cadre légal. Dans un cadre légal. Mais si maintenant nous parlons de cadre légal, le président du Sénat l'a dit clairement aujourd'hui, légalement, juridiquement parlant, est-ce qu'il y a actuellement, au moment où je vous parle ce matin, est-ce qu'il y a une loi qui régit les questions électorales en Haïti? Réponse, oui. Mais quel cadre légal? Le cadre légal existant, normativement, la loi qui a été votée par la Chambre des députés, le Sénat, signée du président et publiée dans le Moniteur, ou l'autre projet devant amender la loi électorale. Là où il y a la bonne foi, on répond à ces 2 questions. Est-ce qu'il y a une loi? Oui. Est-ce qu'il y a une loi qu'on est en train d'amender qui est bloquée? Oui. Alors, quand il y a un projet de loi bloqué et une loi en vigueur, qu'est-ce que par la bonne foi on fait? Le droit répond à la question. Mais malheureusement, il y a la politique qui intervient. Et la politique intervient non seulement avec ses émotions, mais aussi avec parfois des haïtianeries qui sont propres à nous. Par exemple, l'esprit de méfiance et puis le maître d'âme. Eh bien, nous ne croyons pas en ce que nous disons et davantage nous ne croyons en ce que lui, en face de nous, il nous dit. Donc, nous devons gagner à tout prix. Nous n'avons pas encore, malheureusement, cultivé et adopté dans nos mœurs l'art du compromis. Voilà pourquoi l'article 12 fait l'objet de tant de discussions. Nous autres, à la commission de suivi, qu'est-ce que nous demandons? Vu les différentes interprétations, vu le tollé soulevé par l'article 12 et son interprétation et son application, eh bien, on peut recourir à un nouveau chit attendé, à un autre round de pour discussion. Interpréter par des discussions consensuelles l'article 12 et les autres points qui font problème. Tout à fait. L'article 12 qui autoriserait la mise en veilleuse de certains points de la loi électorale de 2013 est, c'est ce qu'avait dit Monseigneur Patrick Harris sur les ondes de Radio Métropole, une arme dissuasive, c'est-à-dire une arme qu'il ne faut pas utiliser vaille que vaille. Est-ce que tous les acteurs, Dr Augustin, avaient saisi cette nuance? Je crois que oui, parce que sinon, bon, on aurait déjà été dans la direction, dans le sens de l'application de l'article 12. C'est parce que les acteurs ont compris que si on avait fait ce dialogue de El Rancho, c'était pour parvenir à une résolution de la crise. Donc, ce n'était pas pour augmenter la crise. Ce qui signifie, s'il y a un point consensuel ou il y a un point de divergence, qui crée une divergence au niveau des acteurs, c'est évident que le mieux à faire, c'est de pouvoir s'asseoir, discuter et voir comment résoudre encore par le dialogue ce point de discussion qui fait débat. Parce que, comme ont voulu les évêques, c'est que les discussions portent du fruit
et non pas créer au sein même de la société d'autres contradictions. L'article 12 fait débat, donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui trouve que son application créerait encore plus de contradictions au niveau de la société plutôt que résoudre les crises. Donc voilà pourquoi la médiatrice aurait souhaité que les acteurs puissent trouver un point d'entente. C'est-à-dire que la solution qui soit trouvée soit consensuelle et non pas unilatérale qui a une certaine imposition. Non. Parce que sinon, ça pourrait encore engendrer d'autres crises à l'intérieur de cette même crise. Donc voilà pourquoi ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un consensus qui puisse être dégagé autour de l'accord de El Rancho, quel que soit le point dans lequel il y a contradiction, et trouver la solution. De toute façon, on ne peut pas aller vers le chaos. Nous sommes tous conscients dans cette société. Voilà pourquoi l'opposition elle-même réclame encore le dialogue. C'est parce que il y a un pas qui a été fait. Il y a un pas qui a été franchi, c'est que nous ne voulons pas le chaos, nous ne voulons pas que ce pays sombre dans la catastrophe, qui est déjà annoncée. Donc, tout le monde veut trouver une solution, mais une solution à l'amiable, une solution pacifique. Voilà pourquoi, donc, on craint d'aller vers l'application de l'article 12 pour ne pas créer encore trop de frustration, trop de contradictions. Donc, le mieux, c'est de s'asseoir à nouveau, de dialoguer et de trouver un point d'entente, de trouver une solution pacifique à la crise. Maître Févry, en votre qualité d'homme politique, d'observateur, d'analyste, de professeur, est-ce que vous décelez déjà un acteur qui est de bonne foi, qui veut qu'il y ait des élections, et un autre qui est plutôt de mauvaise foi et qui ne veut pas d'élections dans le pays? Dans vos analyses. La question est trop embarrassante. Vous permettez, et j'espère que vous allez comprendre, que je bénéficie d'une courtoisie de ne pas répondre directement à la question. Car on va trouver des acteurs de bonne foi au Sénat, parmi les partis politiques, et aussi au niveau de l'exécutif, mais on peut trouver aussi des éléments de mauvaise foi dans chacun de ces trois camps. Moi, je crois qu'il faut peut-être aller dans une autre direction, d'éviter la tentation de résurgence étrangère. Et nous n'oublions pas que cette conjoncture de crise est l'émanation des infiltrations, des ingérences, des immixtions parfois grossières et même maladroites de l'étranger dans nos affaires. Ils ont, les étrangers, financé à 80% l'organisation des élections, ils ont imposé un deuxième tour, ils ont imposé leurs candidats à tous les niveaux. Bref, nous subissons cette ingérence, entre guillemets, et cette grossière maladresse de nos partenaires, entre guillemets. Alors aujourd'hui, que la conférence épiscopale ait réussi ce moment historique de réveil national, comme je l'ai dit, de réunir les acteurs et d'éviter ces intransigeances, ces immixtions, la tentation à éviter à nouveau, c'est de voir, en dépit des bonnes salutations de l'OEA, en dépit des yeux doux de la communauté internationale, que nous puissions résoudre cette crise, pour difficile qu'elle paraisse, pour difficile que soient les acteurs, que cette crise puisse être résolue uniquement par les Haïtiens, entre Haïtiens, pour Haïti. Car l'OEA salue l'accord d'El Rancho. Nous disons merci à l'OEA. L'ONU salue l'accord d'El Rancho. Les Américains accueillent favorablement ces travaux d'El Rancho. Mais maintenant qu'il y a une crise autour de l'accord d'El Rancho, la tentation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est qu'il y ait des poches, c'est qu'il y ait des gens qui disent, écoutez, le Parlement a signé, le sénateur a signé, après ça il dit qu'il n'a pas signé, et les acteurs disent qu'ils avaient fait des réserves. La tentation est grande maintenant que l'étranger dit, est-ce que je peux vous aider? D'autant plus que j'ai applaudi à ce travail. Et de diviser encore la société haïtienne. Nous remercions publiquement le courage de la conférence épiscopale d'avoir su résister dès le début à ce que cette conférence, ces travaux à El Rancho aient lieu uniquement entre les acteurs politiques. Parce que quand on parle de politique, les auditeurs le comprennent, les téléspectateurs le saisissent. Dès qu'on parle d'élection, c'est bien sûr la classe des affaires peut être intéressée. La société civile peut dire son mot, les églises peuvent dire leur mot, mais
c'est une question qui concerne d'abord les partis politiques. Et je répète, c'est la politique, la classe politique, qui doit être la première comme entité à être concernée par l'organisation des élections. Et la conférence épiscopale a tenu bon à résister aux pressions pour que El Rancho ait lieu uniquement entre les Haïtiens. Ça a été une réussite. Aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui interviennent dans la crise, acteurs haïtiens et partenaires étrangers qui nous soutiennent, et particulièrement à la médiatrice, de maintenir la même position, que la crise puisse connaître un dénouement, une solution à terme, moyen terme et long terme, uniquement entre nous, Haïtiens, et uniquement pour nous, Haïtiens, pour éviter le syndrome de l'intervention de l'OEA, le syndrome de l'évaluation de l'OEA, pour éviter la résurgence de ces émictions grossières, maladroites et embarrassantes. Tout à fait. Un dialogue élargi, inclusif, est sollicité par le chef de l'État, l'exécutif. L'opposition a répondu favorablement. Est-ce que la médiatrice a déjà été contactée à cet effet? Et je dirais que oui, la médiatrice a été consultée, et pas plus tard qu'hier, par la présidence autour de cette idée de dialogue. Et cependant, il n'y a pas été, je dirais, dégagé une ligne directrice. Il n'y a pas été dégagé des éléments, je dirais, concrets du format, du comment, de l'agenda même de ce dialogue. Donc, pas encore, c'est juste, je dirais, à titre informatif que la médiatrice a été consultée par la présidence pour nous informer qu'effectivement, qu'ils ont reçu cette demande de dialogue et qu'ils souhaitent bien donner suite à cette demande. Et ce que nous autres, la médiatrice, nous avons encouragé et nous avons salué également cette volonté de la part des acteurs politiques de pouvoir dialoguer. Donc, nous attendons et bien entendu une demande explicite et officielle à la médiatrice pour qu'elle, si toutefois les acteurs souhaitent que la médiatrice puisse participer encore à cette ronde de dialogue. Donc, comme nous l'avons dit et nous l'avons toujours dit, donc nous ne sommes pas les dépositaires, c'est-à-dire c'est pas que la médiatrice doit être uniquement nous autres. Donc, si nous sommes officiellement sollicités, nous sommes disponibles, nous serons là et nous allons participer comme le souhaiteraient les acteurs. Cependant, l'idée pour nous, c'est que les acteurs puissent parvenir à une entente, tout à fait, à une solution. Une dernière question, Maître Février, avant de refermer l'émission. J'adresse la question à l'homme politique encore une fois. À 3 mois de la fin de l'année, est-ce que vous croyez encore à la possibilité qu'il y ait des élections, même un premier tour? Malheureusement, je n'ai pas encore fait le rêve de voir la réalisation des élections. Je n'ai pas encore vu la possibilité pour 2 raisons. Première raison, c'est parce qu'il y a cette crise, ce blocage à tous les niveaux. Le Sénat n'est pas du tout responsable du blocage. Écoutez, nous devons avoir le courage de dire la vérité, toute la vérité, que depuis 3 ans et 9 mois, il n'y a pas eu d'élection dans ce pays. On ne peut pas imputer la responsabilité aux sénateurs et dire qu'ils ont bloqué un projet de loi. Il y a 3 ans et 9 mois, il n'y a pas eu d'élection et il y avait des gens, des institutions dans ce pays appelées à organiser ces élections ou à plutôt appeler le peuple dans ses comices pour ces élections. Il y a eu un premier CEP, un deuxième CTCEP et un autre CEP de consensus. Et là encore, il y a eu des problèmes au niveau de l'opposition, au niveau de la classe politique. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, qu'on le veuille ou non, nous devons être réalistes. Je suis homme politique, je pratique le centre démocratique avec le réalisme politique. L'ambassadrice des États-Unis accréditée en Haïti, il y a 1 an, avait déclaré qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il y aura une seule élection. Et par la suite, elle s'est ravisée pour dire non, je n'interviens pas dans les affaires internes d'Haïti. Mais la première dame des États-Unis en Haïti avait déjà parlé. Et quand on est réaliste et qu'on tient compte des petites déclarations et des grandes déclarations, c'était une façon de dire, écoutez bien, nous n'avons pas suffisamment d'argent, c'est nous qui finançons les élections, nous ne voyons pas pourquoi, en l'espace de 2 années, il y aura 6 élections en Haïti. Quand on prend les 2e tours, 6 élections en 1 année, ce n'est pas possible. Donc l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince avait déjà parlé il y a 1 an. Ensuite, il y a eu El Rancho et la crise.
Donc pour ces deux raisons, je ne vois pas comment on va inventer l'organisation des élections et dans lequel cas, si on force la note, moi, comme analyste, vous avez posé la question au politologue, je vous dis, les élections sont déjà contestables, les résultats seront contestés pendant le processus et lorsque les résultats seront proclamés, les résultats seront aussi contestés et vous aurez donc des élus contestables et contestés, bref, un Parlement qui sera tout à fait bancal. Et pour ça, nous demandons que les bons offices de la commission de suivi soient utilisés. Écoutez bien, passer par la tête de la commission de suivi et à côté, ce n'est pas du tout la solution. La commission de suivi prête ses bons offices. Nous sommes à la disposition de tous les acteurs à travers la médiatrice, la conférence épiscopale. Eh bien, consultez-nous. Nous serons là pour apporter le mot de la conciliation, le mot du dialogue et le mot d'observateur pendant que les acteurs discutent et que nous aussi nous discutions avec eux. On me fait signe déjà que c'est fini l'émission, mais je ne peux pas résister à l'envie de poser la même question à l'intellectuel que vous êtes, pas aux membres du SEM. Croyez-vous en la possibilité qu'il y ait des élections cette année en Haïti? Un oui ou un non, tout simplement. Bon, alors c'est difficile de répondre par un oui ou par un non dans un tel contexte. Et bon, le souhait, ce serait qu'il y ait des élections, ne fût-ce que le premier tour. Et je demeure convaincu qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens pour qu'il y ait au moins un premier tour. Et est-ce qu'il va y avoir ce premier tour? Est-ce que tous les éléments sont réunis? Parce qu'il ne faudrait pas trop forcer la note, juste pour vous pouvoir avoir des élections et puis après tomber dans une crise post-électorale qui serait pire que la crise que nous connaissons maintenant. Donc ce serait de toute façon un pas incontournable parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie sans qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Et le renouvellement de la classe politique se fait par l'organisation des élections. Mais il faudrait que les élections soient honnêtes, que les élections soient crédibles, comme on dit souvent. Crédibles surtout. Écoutez, c'est un petit dernier mot, comme c'est le dernier mot de l'émission, pour remercier tous ceux qui nous ont envoyé des SMS, mon frère, et surtout le dernier que nous avons reçu ce matin avant cette émission. Maître Février, vous et votre famille, vous n'êtes pas seuls dans cette question de rechercher la vérité autour de l'assassinat de votre fils. Nous sommes avec vous, nous prions pour vous. Alors nous les invitons à continuer à prier pour nous pour que la vérité un jour éclate et que la gloire revienne au Dieu qu'avait servi Osner Février Junior, au Dieu que nous servons et au Dieu chrétien du peuple haïtien, pour voir que les criminels ont été arrêtés, les criminels sont jugés et ils sont condamnés. Merci. Et voilà, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, c'était Maître Février, Maître Osner Février, membre de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho, et le docteur Ricardo Augustin du SEM, le SEM qui est le Conseil épiscopal de médiation. Messieurs, merci à vous deux. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.